Attention, livre de réflexion. L'inconscient, nouvelle approche. Partie 3 du livre 15. Auteur Ammar Belmostefaoui. Nos gènes et nos comportements inconscients. Vous ne commandez rien, absolument rien, même votre attirance ou votre répulsion. Pourquoi je vous balance cette idée, mon idée sur ce sujet ? Tout simplement parce qu'au moment où j'écris ces lignes, j'en suis convaincu. Je vous ai prévenu dès le début que j'allais prendre position dans mes propos. J'espère que quelqu'un arrivera à me faire changer d'avis sur le sujet, à me remettre en question. Le génome est en partie responsable de nos agissements et de nos comportements inconscients. Nous sommes programmés. L'objectif principal des gènes est de perpétuer leur existence car leur durée de vie serait également soumise au temps. Pour cela, il est utilisé plusieurs subterfuges tels que les plaisirs, alimentation par exemple, l'amour. Sans ces émotions positives, pas d'évolution et de duplication du gène dans son environnement. Nos sociétés capitalistes actuelles ont créé d'autres besoins plaisirs qui reposent notamment sur la possession, l'argent. Ils ont ajouté de l'illusion superficielle aux autres illusions naturelles. Malheureusement, ce qui restera de l'humain après sa mort, ce sont ses gènes, si et seulement s'il s'est reproduit, et ou ses œuvres s'il en a réalisé. Quand on regarde le fonctionnement de la société capitalistique actuelle, tout repose sur l'amour, le plaisir, la volonté de posséder, et donc tout ce qui pourrait permettre la reproduction des gènes, quitte à éliminer son ennemi pour garder un certain confort de vie et de la sécurité. Objectif primaire du génome, de toute espèce vivante, humaine inclus, survivre, évoluer et se démultiplier. Notre société capitalistique actuelle reposerait donc plus sur les besoins secondaires que sur les besoins primaires qui sont être en sécurité, avoir un toit, manger, boire, dormir, se laver. Le reste, les fameux besoins secondaires, ne sont que secondaires, mais la consommation pousse les citoyens à oublier leur situation d'esclaves et de mortels. Les besoins d'appartenance, de reconnaissance et de réalisation ont tendance à devenir prioritaires, à être les plus importants dans les pays non plus industrialisés, mais plutôt dans les pays de service. Du moins en Occident, les besoins primaires seraient devenus des besoins acquis. De ce fait, les personnes sont plus axées sur leur bien-être, sur le paraître, que sur les choses qui ont leur importance et qui constituent les besoins primaires de base. Je justifie mes propos par des récentes grèves qui demandent plus de pouvoir d'achat et non pas le droit d'avoir de quoi boire, manger, se loger, se réchauffer et dormir. Tout est donc illusion, mais la nature reprend toujours ses droits et c'est juste une question de temps. Aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards d'humains sur la Terre bleue. Le grand gagnant est le gène de l'homme. Il a réussi à se multiplier et à détruire son environnement pour s'imposer à sa façon. C'est le cas d'autres espèces et ce fut le cas des lapins. En 1859, Thomas Austin a importé 12 couples de lapins. 50 ans plus tard, 600 millions de ces animaux avaient colonisé 60% du territoire. Cela fut une des pires catastrophes de l'Australie. À ce jour, l'humain, jugé en surnombre sur la Terre, vivant plus longtemps grâce au progrès de la médecine, constitue un coût pour les gouvernements qui peinent à réduire leurs déficits. Vous comprendrez pourquoi j'ai écrit le livre dénommé « La guerre des vieux », livre 2. Tôt ou tard, il faudra trouver une solution économique pour se débarrasser des consommateurs obsolètes en leur permettant d'avoir une mort, une obsolescence programmée, comme pour les objets de consommation. Ce que je nomme de la sorte sont ceux qui provoquent plus de dépenses à l'État que de consommation. Le virus du Covid est venu, comme par hasard, au moment où on parle de réchauffement climatique et de destruction de la Terre par les hommes. Ce virus lié au Covid fonctionne de la même manière. Il a tenté de survivre en se transmettant notamment par la toux, les airs, le toucher.
il a également muté. Un virus possède un génome. Je ne vous dis pas que nous sommes un virus, mais nous nous multiplions comme un virus. S'il y a multiplication des humains, il y a donc multiplication de nos gènes. Un jour, chacun d'entre nous va disparaître, ne laissant que nos gènes prendre possession d'un autre corps. Notre corps serait tel un vaisseau éphémère permettant de déplacer notre génome, rien d'autre. Pendant tout ce temps où nous sommes en vie, le gène, véritable maître des lieux, va trouver les solutions pour continuer son évolution, sa progression, sa multiplication. Pour le gène, le reste n'est que secondaire. Son véhicule et sa maison, c'est notre corps. Sa sécurité aussi. Il sait se défendre, il sait aussi muter et se multiplier. Quid des virus informatiques? D'ailleurs, est-ce que cela voudrait dire que ce sont nos gènes qui manipulent notre inconscient et peut-être même notre conscience? Influence-t-il notre cerveau? Le reste semblerait être de la poudre aux yeux. Qu'en est-il de l'amour? Conclusion. Pour conclure, nous pouvons nous poser une question. Quel est le but des gènes de vouloir vivre, de se multiplier? Ne devrions-nous pas conquérir d'autres espaces, comme nous avons pu le faire pour la Terre, et ainsi envoyer nos gènes dans l'espace pour perpétuer le génome humain? Une fois que la Terre sera détruite par le Soleil ou par autre chose, est-ce que le gène aura définitivement perdu son combat contre la mort? Son but est-il de devenir immortel? Pouvons-nous aider notre génome à perdurer en l'envoyant en fin fond de l'espace au lieu d'envoyer des humains ou bien des objets en métal, comme Voyager 1 et 2, dans les profondeurs de l'espace? Enfin, pour conclure sur l'inconscient, sommes-nous conscients des actions conscientes programmées de nos gènes? Je pense à chaque fois aux ordinateurs et les nouvelles versions de Windows. L'ennemi ou l'ami est-il à l'intérieur de nous ou à l'extérieur? Notre ami peut-il être notre ennemi à la fois? Un gène est-il quantique au bout du compte? Quelle est sa raison cachée de vouloir continuer à se multiplier? L'État a-t-il le pouvoir de contrôler notre multiplication? Dans quel but le ferait-il? Est-ce pour le bien et ou le mal de l'humanité? Sommes-nous manipulés par notre génome au bout du compte? Son but de se multiplier est-il plus clair que nos objectifs à nous? Christophe Colomb et tous les explorateurs étaient-ils poussés à l'exploration par leur propre volonté, leur propre chef ou par leur génome? À ce jour, des inventeurs de génie comme Elon Musk parlent de se rendre sur Mars pour y habiter. Nous sommes à 56,4 millions de kilomètres de la planète rouge, qui n'est pas habitable par les humains de par son atmosphère. Il faudrait compter 180 à 258 jours pour se rendre sur cette planète en étant en moyenne à 3,22 km par seconde, c'est-à-dire 11 592 km/h. Est-ce possible d'atteindre ces vitesses à ce jour? Est-ce possible, humainement, de supporter ce type de vitesse? Quelle quantité de matériel et de carburant emporter avec soi? Je parle uniquement du trajet aller. Quid de l'alimentation et de la taille du vaisseau spatial habité? Il faut croire que le génome de certains génies les pousserait à aller sur Mars. 2 questions pour Elon Musk. Est-ce qu'envoyer des sondes ne serait pas la meilleure solution pour explorer l'univers? Est-ce qu'envoyer notre génome via des sondes pourrait être une solution? Est-il préférable d'envoyer nos gènes comme on l'a fait pour Voyager 1 et 2 en envoyant un message? Le fameux Voyager Golden Record. Si une civilisation dotée de réflexion tombe sur notre message, il est fort probable que l'humanité n'existera plus depuis fort longtemps. À titre purement informatif, une année-lumière représente environ 9 461 milliards de kilomètres, 10 puissance 13 kilomètres. Autre information qui a son importance. La vitesse de la lumière dans le vide est une constante fixée à 299 792 458 mètres par seconde.
environ 300 000 km/s. La prochaine fois que des magazines de science vous diront qu'ils ont trouvé une planète habitable, semblable à la Terre, à quelques années-lumière de la Terre mère, vous penserez à moi, je l'espère. L'humain ne peut donc pas vivre suffisamment longtemps pour atteindre une civilisation et un autre endroit pour vivre. Dans ce cas, serait-il préférable d'envoyer du matériel génétique dans l'espace plutôt que des hommes? Est-ce éthique? Peut-on utiliser des sondes comme Voyageur 1 et 2 pour ce type de mission? Connais-toi toi-même ou connais-tu tes gènes? Le leitmotiv des gènes: adaptation, survie, pérennité, continuité. Un seul objectif: durer dans le temps. Tout est illusion et l'illusionniste serait notre génome. Joue-t-il un rôle sur nos comportements inconscients? Est-ce le maître des clés? Nous parlons de matrice dans laquelle le monde serait un jeu mis en place par nos gènes. Malheureusement, je comprends que l'on puisse être dans le déni, mais je préfère vous dire ma vérité, même si cela vous gêne. Le mot génie vient du latin genius, divinité tutélaire, puis talent. Le mot gène vient du grec génos, origine. Le mot génial vient du latin genialis. Pour finir ce sujet de réflexion, peut-on dire que le gène est un génie génial, conscient, qui agit sur notre inconscient? Cette divinité qui nous guide est-elle inscrite dans nos gènes et ou dans ceux de la nature? Autre question qui va m'attirer des réflexions: est-ce que l'amour existe au bout du compte? Est-ce un subterfuge pour permettre à nos gènes de se dupliquer? Est-ce que ces derniers cherchent une compatibilité pour se dupliquer, évoluer et perdurer dans le temps? Est-ce que notre génome joue sur notre inconscient, sur notre esprit pour se reproduire? Sommes-nous réellement aux commandes? Est-ce que nos gènes se servent de nous comme un véhicule? Est-ce que le génome joue sur nos émotions, le plaisir, les pulsions, comme le fait le capitalisme en jouant sur le matériel et les frustrations? Sommes-nous uniquement nés pour engendrer une descendance, dupliquer nos gènes et mourir? Qui est l'immortel dans cette situation? Notre génome? Quid de notre esprit? Je vous laisse avec toutes ces pistes de réflexion. J'espère que tous ces phénomènes conscients partagés vous auront fait prendre conscience de notre inconscience dans de nombreux domaines. Pour ma part, j'ai pris conscience de mon inconscience à travers l'étude des sciences et d'autres domaines, et j'en suis heureux. Mon vœu le plus cher est de vous pousser à faire de même, si ce n'est pas déjà le cas. C'est la fin de ce livre 15, dénommé « L'inconscient nouvelle approche ». Vous l'aurez compris, je pense que notre génome est tel un programme informatique qui agit sur notre inconscient, qu'il utilise des plaisirs tels que l'amour pour continuer à se multiplier. Notre corps serait uniquement un véhicule conduit par notre génome dans le but de perdurer. Notre raison d'exister trouverait donc sa réponse dans les profondeurs de notre inconscient, guidé par nos gènes. Le prochain livre, le livre 16, se dénommera Interconnecté. En attendant, je vous dis à bientôt.